monde sans argent, un monde sans... Alors, bienvenue sur cette deuxième table ronde dédiée à l'idée d'une société sans argent en compagnie de penseurs et d'auteurs qui réfléchissent à ce sujet. Donc, cette deuxième rencontre a pour but de faire plus ample connaissance autour d'une nouvelle thématique. Comment votre entourage réagit-il quand vous abordez le sujet d'une société sans argent? Donc, je propose à chacun un temps de parole de 2 à 3 minutes. Qui souhaite commencer? Jimmy, tu veux commencer? Alors, c'est Je veux parti. bien commencer à nouveau. Donc, les réactions euh, que je peux observer très souvent, ça va être euh, un grand scepticisme par rapport à ces idées-là. C'est-à-dire que, alors, c'est tout à fait compréhensible. On va proposer quelque chose d'assez abstrait au début, puisqu'on ne rentre pas dans des conversations très nourries. Donc, il faut bien comprendre que c'est comme une personne myope avec un dixième à chaque œil qui essaye de voir un concept. C'est très, très flou. Donc, le réflexe va être de qualifier la société monétaire d'utopie, bien entendu. Ce à quoi je réponds, on est déjà, aujourd'hui, en 2025, on est dans l'utopie, ce que l'on pouvait raconter en 2005, il y a 20 ans, par exemple. C'était euh, l'IA, évidemment, les technologies, nouvelles technologies qui sont apparues, le fait de faire de la médecine à distance, toutes ces choses-là, sont des avancées génial hein, pour l'humanité. Quand on en parlait il y a 20 ou 30 ans, c'était de l'utopie. Donc il y a des gens qui, à un moment donné, ont mis en pratique ces idées et ne les ont pas abandonnées à notre imaginaire. On est, en, euh, on est arrivé à un moment où on a pu réaliser ce qui paraissait peut-être pour beaucoup une utopie. Et puis il y a plein d'autres réactions quand on va un peu plus loin. Quand je réussis à pousser la réflexion un peu plus loin à tirer des personnes un échange un peu plus fourni, eh bien, il va y avoir des questions plus concrètes, comme par exemple la peur de voir une grande partie de la population ne plus travailler. C'est ce qui revient souvent. C'est bien puisque ça apporte beaucoup au débat et ça nous permet de réfléchir. Là, pareil, je ne crois pas à ce mythe en train d'être créé de la part des personnes sceptiques, hein, de dire qu'il y aurait sur une société à 90% de chômeurs. Je pense que le travail, l'activité et l'implication qu'il y a dans un monde monétaire est de nature différente de ce qui pourrait être dans un monde post-monétaire. Simplement parce que on joue notre vie, notre survie dans le travail et à travers la monnaie. Donc on peut comprendre les personnes qui veulent se soustraire à ce fonctionnement, simplement parce que, imaginez participer à un jeu comme Squid Game où vous risquez votre vie. Si on vous dit il faut y aller, il y a une chance sur deux que ça fonctionne pas et que vous mouriez. Ou bien, nouveauté, vous pouvez vous mettre sur le banc à côté et ne pas participer à ce jeu de la mort. Bien, vous allez dire bah, je vais temporiser un peu, je ne vais pas participer à cette machine infernale de vie et de mort, hein, le travail et l'argent. Je vais me poser sur le banc tranquillement. Donc on peut comprendre que dans une société monétaire, on est envie de faire une pause, de se soustraire à cette machine infernale. Par contre, dans une société monétaire, l'activité ne sera plus synonyme de survie. Euh, euh, Guillaume parlait d'abondance, je pense aussi il faut gagner et conquérir cette abondance pour ne plus se soucier de vivre ou de survivre ou de mourir. Et de ce fait, pour reprendre l'exemple d'un jeu de survie comme un Squid Game, eh bien, s'il n'y a plus de vie ou de mort, il n'y a plus besoin, enfin, en tout cas plus cette réflexion-là par rapport au travail et à la monnaie, eh bien, il n'y a plus de raison de se mettre de côté sur le banc et de regarder les autres s'épanouir. On aura envie, nous aussi, tout le monde aura envie de participer à l'activité en général et de contribuer à l'amélioration de la société. Donc, il y a euh, on peut faire coucher des mythes émergents sur le fait que une société post-monétaire serait une mauvaise idée. Euh, on peut trouver des réponses à tout. Et, euh, et c'est ce à quoi je m'emploie face à des interlocuteurs qui forcément sont sceptiques. En tout cas, pour finir mon propos, ce qui est intéressant quand même, c'est que la première question par rapport à l'utopie reste dans l'imaginaire.
réussir à faire sortir de l'imaginaire cette idée de société sans argent pour la poser sur la table et recevoir des questions plus complexes, plus en rapport avec la pratique et la mise en place de cette société sans argent. C'est déjà une victoire. Donc il faut toujours euh, parler, discuter, avoir la réponse, ne pas se braquer, ne pas se moquer non plus. Les gens ont besoin de réponses, ils attendent de nous qu'on aille un peu plus loin qu'un simple souhait euh, qui resterait dans notre imaginaire. Voilà. Qui souhaite prendre la parole? Quelles sont les réactions de votre entourage quand vous abordez l'idée d'un monde sans argent? Moi, j'ai remarqué que quand je parlais de ce sujet, il n'y avait pas tellement de réactions ou pas tellement de bonnes réactions. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à Mosika, j'ai créé un site internet, Un monde sans argent. Et en fait, ce site a été celui qui a eu le moins de vues et le moins de commentaires et le moins de réactions de tous mes sites. À cette époque-là, je mettais sur mon blog de temps en temps des articles de ce site et j'avais jamais aucun commentaire, aucune réaction. Donc, j'ai un peu cessé de parler de ce sujet dans mon environnement. Mais par contre, récemment, il y a un nouveau sujet qui s'est mis en place, c'est un monde sans argent liquide. Alors là, ça a l'air d'intéresser les gens. Et ici, en Thaïlande, par exemple, maintenant, les gens sont contents de tout pouvoir acheter avec leur téléphone et de plus avoir besoin d'argent liquide. Mais ils ne se rendent pas compte des implications que ça a, des dangers que ça peut avoir à long terme pour leur compte en banque. Et un monde sans argent liquide est loin d'être un monde sans argent, en tout cas. Bien sûr. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut bien, dont il faudrait bien parler à un certain moment, bien dire que le monde sans argent liquide n'est pas un monde sans argent. Oui, bien sûr, oui, on a bien compris ça entre nous, hein, Pierre, hein. Ah, oui, Voilà, oui. mais c'est important de le dire aussi, ouais. Hein. Voilà, quelqu'un souhaite prendre la relève? Eric, c'est à toi. Donc, quelle est la réaction de ton entourage quand tu abordes l'idée d'une société sans argent? Eh ben, c'est compliqué. Pour moi, l'argent, ce n'est que des zéros et des uns dans un ordinateur, hein. Pour moi, l'argent, c'est abstrait, c'est une convention humaine. Et en plus, j'ai appris avec Cyril Dion que 97% du temps, l'argent ne sert qu'à spéculer. Mais quand je parle avec mon entourage, je réalise que les autres ne pensent pas comme ça du tout. Ils voient vraiment l'argent comme une valeur importante, hein. Et ils n'imaginent pas qu'on puisse vivre sans argent. En fait, ce qui se passe, l'ennemi, c'est pas l'argent. L'ennemi, c'est l'hégémonie culturelle. C'est quoi l'hégémonie culturelle? Ce sont des idées qui rentrent dans le sens commun et qui font qu'on raisonne avec des œillères ou alors dans une boîte, hein. Et promouvoir un monde sans argent, c'est sortir la tête de la boîte. Hein. Voilà, mais c'est compliqué. C'est pareil pour le fait de travailler moins. Travailler moins, c'est aussi lié à ça. Et mon père m'a dit un jour, mais les gens qui vont travailler moins, comment tu vas les occuper? Hein. Ça rejoint ce que disait une duchesse, citée par Bertrand Russell. Euh, la duchesse a dit, que voulez-vous que les pauvres fassent avec des loisirs? C'est du travail qu'il leur faut. Voilà. Donc, argent, travail, il y a tout imaginaire à combattre, à changer, et c'est l'objet de mon spectacle. Quelqu'un souhaite prendre la relève? Thierry, Guillaume, Thierry? Ouais, Thierry, c'est à toi. Oui, je crois que les réactions de notre entourage, en fait, elles sont assez homogènes, hein. Alors moi, j'ai souvent la phrase, grosso modo, c'est intéressant, mais c'est impossible. Alors, je vais essayer de commenter ces deux moments de leur réponse. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une prise de conscience que l'argent est très limitateur dans de nombreux domaines, voire accélérateur des crises actuelles, des crises qui sont bien sûr interconnectées, que ce soit les crises écologiques, les crises géopolitiques, voire les crises sociales et psychiques, hein. Donc là, on se rend compte, en fait, il y a vraiment une prise de conscience que c'est souvent un limitateur, que ça entraîne souvent d'énormes difficultés, de l'individu jusqu'au collectif le plus grand. Et pourtant, c'est impossible.
C'est-à-dire que cette deuxième partie de réponse, elle montre comment, et ça a été dit, je crois, à la table ronde numéro 1 par Jimmy, elle montre comment, en fait, l'argent est devenu naturel, hein, a été naturalisé, c'est-à-dire c'est un pilier de notre société. Si, c'est la pierre de voûte, hein, si on enlève cette pierre, les gens pensent que tout va s'écrouler. Vraiment, hein, c'est presque vertigineux. C'est finalement quelque chose qui est devenu aussi naturel que l'air que nous respirons, comme pourrait dire Moscovici, par rapport à des objets que l'on se représente comme quelque chose d'incontournable. Et l'argent, ça l'est, et je citais Simmel, qui a publié Philosophie de l'argent en 1900, qui disait que c'est le nouveau Dieu. Et il en est pas loin du tout. Et ça, c'est intéressant de voir comment l'argent a idéologiquement et psychiquement colonisé toutes nos sociétés et nos esprits, hein. Et on ne peut pas penser sans argent. Et ça, c'est intéressant, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de penser quelque chose qui n'est pas pensable. Et c'est peut-être les choses qu'on a le plus besoin de questionner, hein. Euh, et je vais finir cette petite intervention par une idée qui est derrière tout ça. C'est quand même l'idée que les gens me disent, mais comment on ferait? Sous-entendu, on est tous égocentriques. L'être humain est individualiste, naturellement. Et là, bien sûr, je crois que dans l'hypothèse qu'on fait, collectivisme, altruisme, partage, entraide, etc., recréation des liens, c'est une hypothèse qui va à l'opposé de cet égocentrisme supposé de l'être humain. Et c'est ce que montrent en fait les recherches récentes, même en neurosciences, hein. Voilà, nous sommes tous, les vivants sont dotés d'empathie. Qu'on le veuille ou non, on réagit au bien-être ou au mal-être des autres. Donc on est liés de fait, hein. Et donc peut-être, et je pars vraiment sur cette grosse hypothèse, l'être humain est majoritairement, ou le vivant est majoritairement altruiste et interdépendant. Et là, ça change la vision des choses et ça rend alors l'hypothèse que je fais dans le livre Un monde sans argent, d'enlever cette pierre angulaire pour en mettre une autre qui serait, pour moi, bon, je l'appelle comme ça, la responsabilité, hein. C'est-à-dire que l'on soit éduqué à devenir responsable de soi, voilà, de répondre de ses actes, etc., mais aussi d'autrui, et là c'est le lien, la solidarité, et responsabilité environnementale, ce qui montre une dimension voilà, globale de la responsabilité, hein, sans facteur extérieur pour la développer. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, dans les dernières parties le dernier chapitre de mon livre, c'est souvent l'éducation, parce que ça demande un remaniement des valeurs de l'éducation pour justement développer ce que les recherches actuelles montrent comme quelque chose de naturel. J'ai parlé de l'empathie, mais on pourrait parler peut-être aussi de la curiosité, de nos capacités adaptatives et de notre sociabilité, altruisme. Et ce sont des dispositions que nous avons et qui sont en ce moment contrariées par notre organisation sociale et donc par l'argent. Voilà. Bon, merci Thierry. Quelqu'un souhaite prendre la suite? Guillaume, Oui, je vais prendre la suite. Je crois que je suis le seul d'ailleurs à ne pas avoir est-ce que encore tu parlé souhaites de ce rajouter quelque thème. chose, Guillaume? Alors, ouais, absolument. Bah, déjà, j'aime bien ce que tu dis, Thierry, hein. C'est en droite ligne avec beaucoup de choses que je pense, auxquelles je crois. Pour moi, les réactions de mon entourage, c'est très délicat de leur parler d'une société sans argent, parce que comme on a pu le voir et dire sur l'autre table ronde, c'est un long cheminement, hein, pour comprendre les implications, les ramifications. C'est pas si simple et ça demande une vraie réflexion. Donc arriver là-dessus de but en blanc, c'est comme demander à quelqu'un d'un seul coup de faire un salto, quoi. Tu vas pas faire ton salto tout de suite, tu vas te faire mal. Je veux dire, il faut réellement un entraînement quelque part et pour ces raisons, j'en parle pas beaucoup, car il faut les esprits informés sur le sujet. Autrement, le rejet est presque immédiat. On n'a pas le temps de faire l'éducation des gens quand on va avoir une discussion en soirée, quoi, et on n'est pas là pour ça. On passerait pour quelqu'un d'un peu casse-pied, quoi, tu vois? Donc il vaut mieux éviter, le conflit, la moquerie et juste à la limite donner des pistes, laisser des graines qui peuvent, ou pas pousser plus tard et puis arroser de temps en temps. Bon après, ça n'empêche pas
il y a des thèmes intéressants à aborder quand même. Par exemple, le thème du travail, qui est souvent sur la table en ce moment, parce qu'on parle d'IA qui va prendre notre travail, etc. C'est très actuel. Donc, beaucoup de gens, et d'autres que moi l'ont dit sur cette table ronde, sans travail, bah quoi, c'est l'oisiveté. Les gens font quoi? C'est comme cette comtesse qui disait, mais donnez-leur du travail, sinon quoi? Et ça, c'est vraiment une réflexion qui mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est tellement une connerie, excusez-moi le mot, quoi. Les gens n'ont pas besoin de travail pour s'occuper. Et croire ça, c'est d'être vraiment avec des œillères incroyables et pas voir tous ces gens qui travaillent mais bénévolement, et j'aime pas le mot travail, mais qui s'activent bénévolement, je ne sais pas moi, pour aller donner à manger au SDF, pour aller nettoyer les forêts, les rivières. Non, mais ouvrez les yeux, les gens. Plein de gens sont passionnés par ce qu'ils font, n'ont rien à faire que ce soit un travail ou même d'être rémunérés. Ils aiment juste participer et ils prennent leur pied. Et plus on éduque les gens par rapport à cette dimension de je participe et putain, j'ai servi à quelque chose, dis donc. Et on se sent bien. Elle est là, la rémunération. C'est-à-dire qu'on se sent bien d'être dans un groupe et d'avoir amélioré ne serait-ce que son environnement immédiat. C'est vraiment une récompense qui fait qu'on se sent moins sombre, si pour autant on se sentirait sombre. Tu vois, je veux dire, donc, cette notion de les gens n'auraient pas de travail, ils deviendraient des bons à rien qui serviraient juste à regarder leur téléphone toute la journée, non, mais il faut casser ça, il faut rentrer dedans, hein. Jamais hésiter, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça rejoint l'homme est un loup pour l'homme. Ça rejoint la nature humaine. Arrêtez vos concepts moyenâgeux, parce qu'il n'y a pas de nature humaine. Et moi, j'insiste là-dessus, ça m'a été inculqué aussi. Et je suis tellement d'accord. Il n'y a pas de nature humaine. L'homme n'est qu'un reflet de son environnement. Vous mettez un petit enfant dans l'Allemagne nazie, vous ne lui montrez que ça, il croira qu'être un nazi, c'est bien. Vous mettez ce même petit enfant dans un monde où on ne va faire que donner de sa personne pour aider son prochain, il ne va pas concevoir la vie autrement. Il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a que des interactions avec son environnement. Et quand elles sont de nature délétère, eh bien, on se dégrade nous-mêmes. Et on devient nous-mêmes un loup, oui, pour l'homme qui nous côtoie. Mais ce n'est pas écrit dans notre ADN. Ce n'est pas vrai. La violence n'est pas dans notre ADN. Elle est un produit d'un stress qui nous est impliqué. C'est comme faire l'erreur de croire qu'une plante pousse. Jacques Fresco disait ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Beaucoup de gens pensent qu'une plante pousse. Ben non, une plante, ça ne pousse pas, c'est activé. C'est-à-dire qu'elle ne va pas d'elle-même sortir de la terre et faire ce qu'elle a à faire. Elle va être activée par le soleil, par la pluie, par l'environnement. Et elle deviendra ce qu'elle est parce qu'elle a été activée, mais elle ne pousse pas. Et c'est pareil pour la nature humaine, il n'y en a pas. Elle est ce que l'on fera. L'homme, c'est malléable. Et ça, c'est pareil pour tous les autres animaux aussi. Bon, avec une certaine limite quand même, parce qu'ils ont un instinct très fort, etc. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des parallèles, mais bref, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, bon, pour éviter d'être trop long, en tout cas, il y a beaucoup de thèmes comme ça à développer. Là, sans argent, rien n'est possible. C'est une folie. Il faut s'extraire de ça. Mais par contre, il faut que nous-mêmes, qui sommes convaincus, il faut qu'on soit patients. Parce que ça viendra probablement, le monde sans argent. Mais nous sommes des pionniers dans cette réflexion. Vraiment, il y a peu de gens qui y croient. Et nous, en tant que pionniers, on va mourir. Hein. On ne verra pas le Pacifique. On va se faire bouffer, hein. Soyez-en certains. Mais il faut qu'on fasse cet effort-là. Il faut qu'on y aille. Et petit à petit, les choses se feront. J'en suis convaincu, parce que c'est la nature des choses, d'évoluer, de changer. Donc l'argent, c'est un passage, ça changera, parce que tout change. C'est ainsi. Mais il faut savoir que c'est une réflexion, vous le savez certainement, qui ne date pas d'hier. Et quand on parlait de l'argent Dieu, bah, ça rejoint directement le veau d'or qu'on connaît tous et qui est un concept qui revient de loin, mais qui déjà était symbolique. Les anciens se méfiaient de la monnaie, du veau d'or. Hein. Ils se méfiaient de cette espèce de Dieu qu'on mettrait là, qui serait une valeur incroyable, qui brille et que tout le monde voudrait. C'est corrupteur. La corruption, la racine de la corruption, elle est là-dedans. Et l'égocentrisme, l'égoïsme de cette nature humaine, tout ça, il faut le casser. Moi, je rentre dedans quand on m'en parle. Voilà. Donc, ouais, les Merci. réactions de l'entourage, c'est pas toujours facile, mais il faut s'y frotter un peu quand même. Voilà.
Merci, merci Guillaume. Jean-François, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je suis assez proche de ce que vient de dire Guillaume. Euh, Dès qu'on commence à parler d'abolition de l'argent, on est visiblement un fou qui se prend pour un prophète. Et c'est normal. C'est normal parce que la question de l'argent, c'est pas un problème technique, c'est un problème mental. Parce que l'argent, c'est inaudible. On n'en parle jamais, hein, mais on n'en parle jamais vraiment sur le fond. On parle de déficit, d'hyperinflation, de ceci, de cela. On en manque ou on en a trop, mais on n'en parle jamais vraiment, hein. Et c'est indicible, inaudible, invisible, hein. Dans les médias, on ne parle jamais de l'argent sur le fond. L'argent, c'est naturalisé complètement, c'est normal, il est là, on ne peut pas faire autrement. Voilà. J'ai fait il n'y a pas très longtemps, une conférence avec un économiste assez connu, un économiste atterré, donc de gauche, etc., qui est très intéressant, qui, après m'avoir entendu, m'a sorti oui, c'est bien joli tout ça, mais une société sans argent, c'est un oxymore. Ah, c'est un oxymore parce que sans argent, il ne peut pas y avoir de société. Voilà. Et là, c'est vraiment un problème mental, quoi, hein. C'est on voit bien que des gens très intelligents, hein, Lordon a écrit un livre entier, pourtant Dieu sait s'il est intelligent, instruit, tout ce qu'on veut. Il a écrit tout un bouquin pour expliquer qu'on ne peut pas se passer d'argent, d'institutions, etc. Voilà. C'est impensable. C'est impensable, inaudible, indicible, invisible. Voilà. Comme les trois petits singes, des sages orientaux. Voilà. Et, par contre, moi, ce que je pense, c'est que on a la chance de vivre une époque formidable qui va bientôt s'effondrer. On va dans le mur, quoi. C'est évident. À l'échéance de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais ça ne peut pas durer comme ça, hein. Rester dans la croissance, rester dans la pollution, détruire plus que la nature est capable de reconstituer, polluer plus que la nature est capable d'assimiler, tuer les espèces les unes après les autres, ça commence à bien faire, quoi, hein. Voilà. Et donc, on va se trouver un beau jour dans le mur, hein, avec la voiture écrasée et pas mal de blessés. Et là, ça va changer. Et là, ce que disait Guillaume sur la nature humaine, c'est tout à fait ça. Quand il y a une inondation, le voisin qui nous faisait la gueule depuis 10 ans, d'un seul coup, il devient coopératif. Il prend son balai et balaye avec nous, hein. Euh, c'est c'est normal, hein. Les toxicomanes que je soignais, c'était des gens qui étaient au bout du rouleau, hein. Ce n'étaient pas des petits fumeurs de hashish, hein. C'était des gens qui avaient 10, 15 ans d'héroïne, de cocaïne, etc. Et qui avaient fait plusieurs tentatives de soins sans aucun résultat, hein, en hôpital, en centre de post-cure, etc. Donc les cas les plus durs, on nous les envoyait. Voilà. Et on les considérait comme, enfin les gens les considéraient comme des irrécupérables, quoi. Voilà. Et nous, on se battait, la petite équipe qu'on était, on se battait pour dire que la toxicomanie, c'était toujours un état transitoire, hein. Et que si on changeait le mode de vie de ces gens-là, le cadre social dans lequel ils étaient, ils pouvaient s'en sortir. Et ça marchait. Voilà. Ça marchait comme quand il y a des inondations et que les connards d'à côté, ils participent à tout. Voilà. Donc, je pense que l'effondrement va faire plus de travail que nous. En attendant, on peut préparer les gens, hein. Et surtout sur le plan mental. Moi, je n'arrête pas de citer en ce moment une phrase que j'ai trouvée, une citation que j'ai trouvée de Périclès, le fameux stratège qui avait gagné la guerre des Perses, etc., qui un jour d'une assemblée sur l'agora d'Athènes, où les Athéniens se déchiraient entre aristocrates, c'est-à-dire les riches, et les démocrates, c'est-à-dire les pauvres, il leur a dit, si vous désirez fortement quelque chose que vous n'avez jamais pu avoir,
il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. J'ai trouvé ça très bien. C'était en 551 avant Jésus-Christ et c'est toujours d'actualité. Voilà. Et ça, voilà, ce genre de choses que j'essaie de marteler parce que ça fait choc, ça fait réaliser aux gens qu'ils sont dans un problème mental. Voilà. Et que ce n'est pas une question de gestion de l'argent, de euh, euh, faire des banques éthiques, du commerce équitable, tout ça, c'est bien, tant mieux, hein. Mais comme dit Aurélien Barraud, avec un tracteur, avec un bulldozer entièrement biodégradable, marchant à de l'énergie verte, on peut tout à fait éradiquer l'Amazonie, hein. Donc, tant qu'on est dans la technique, on est dans ces problèmes-là, quoi, hein, voilà. Et donc, il faut parler du problème mental. Ça me paraît le plus important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Jean-François. Alors, de mon côté, les réactions de mon entourage quand j'aborde l'idée d'une société sans argent, il y a des gens qui me disent en premier lieu, il faudrait un cataclysme. Voilà, ils n'y voient pas du tout. Il faudrait qu'une météorite s'écrase et peut-être que les puissants lâcheront leur pouvoir et que le bon peuple sera suffisamment uni pour créer autre chose, hein. Donc déjà, ils n'y croient pas du tout. D'autres personnes me disent, je ne verrai pas cette société de mon vivant, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc j'essaye quand même de dire oui, mais on pourrait peut-être en parler. Non, parce que eux, ils ont leur loyer à payer, ils ont la pension de leurs gamins à payer, ils aimeraient bien leur offrir des vacances, donc c'est pas du tout leur préoccupation. Donc simplement, ils sont fermés, et ils sont dans la réalité matérielle, ils ne veulent pas en entendre parler. Et j'ai aussi des amis qui me disent, mais Yann, on aime le pognon. On n'a pas besoin d'autre chose. Ils sont adaptés au système, hein, de droite comme de gauche, hein. J'ai un couple d'amis, par exemple, qui sont instituteurs nouvellement à la retraite. Ils touchent une retraite de 3 000 € par mois en étant instituteurs. Je me dis donc, c'est pas mal. Et pour eux, ils se sont fait chier, entre guillemets, pour aller jusqu'au bout de leur cotisation retraite. Et maintenant, ils ne veulent pas parler d'autre chose que d'argent. Donc, ils sont adaptés, ils aiment l'argent, hein. Il y a des gens qui aiment l'argent, ils ne veulent pas changer de système aussi, hein. Quand j'aborde l'idée aussi d'une société sans argent, je trouve ça rigolo que c'est beaucoup de gens me disent, mais dans une société sans argent, comment tu vas te procurer du bois? Voilà, c'est vraiment une chose qui revient souvent, cette notion de bois. Donc ça doit être une mémoire génétique, hein. La première chose, on sort de la caverne, on part comme chasseur-cueilleur dans les plaines, il faut quand même qu'on s'abrite de la pluie, donc c'est le bois. Comment tu vas te procurer du bois? Donc moi, j'ouvre des grands yeux parce que je me dis, ben, le bois, on va le procurer dans la forêt, hein. C'est un petit peu comme si des gens habitaient à côté de l'océan. Et sans argent, comment tu vas t'acheter du poisson? Bah, tu te procures du poisson. Enfin, on est vraiment, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est vraiment une idée mentale. Donc, il y a cette idée vraiment génétique, hein, de l'importance de l'argent pour survivre, hein. Enfin, je rencontre aussi des gens qui sont ouverts à un nouveau paradigme, à une société sans argent, mais eux, très souvent, ils me disent, il faut que le changement est trop grand, il faut des étapes. Voilà, ils se disent, on ne peut pas passer d'une société ultra-capitaliste actuelle à une société sans argent, la marche est trop haute. Voilà, donc les gens qui sont intéressés à l'idée, ils sont ouverts à ça, mais ils se disent, voilà, ils ne savent pas quelles peuvent être ces étapes, mais ils voient pas le changement sans étape aussi, hein. Donc ça, c'est intéressant. Voilà un petit peu les réactions de mon entourage. Donc moi, personnellement, dans ma pensée, ben, j'essaie de m'adapter, hein, de m'adapter, de comprendre toutes ces réactions. Et c'est pour ça que je pense qu'une transition par étape, hein, je pense qu'il ne s'agit pas de bousculer les gens dans leur peur, dans leur système de survie, hein. Il est normal que des gens qui ont travaillé toute leur vie pour acquérir des biens, ben, veulent savoir, hein, où on va, et je pense qu'il est important de construire une pensée, une réflexion collective pour que soit éclairci vraiment comment on vit dans une société sans argent, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, hein. Et jusqu'à présent, j'ai pas vraiment trouvé, à travers Mosika ou à travers vraiment une pensée qui puisse vraiment convenir à tout le monde, hein, personnellement. Donc, d'où l'idée de ces chaînes, d'où l'idée d'interviewer des gens, de prendre des idées,
hein. Moi, je crois en un monde en cercle, hein. Je pense que l'idée, enfin, un monde sans argent, c'est un monde qui fonctionne en cercle, où chacun va contribuer dans une unité de partage, chacun apporte sa couleur, ses nuances, son savoir-vivre, hein, et c'est sortir du domaine animal, hein, une relation pyramidale où les plus forts mangent les plus petits, les plus grandes sociétés contrôlent les plus petites, hein. C'est vraiment un monde en cercle où chacun va contribuer. Donc c'est ce que je souhaite, notamment à travers ces tables rondes, hein, que chacun puisse apporter sa touche et ses idées dans chacun des domaines qu'on va par la suite partager à travers ces tables rondes. Voilà, donc est-ce que quelqu'un souhaite apporter des réactions ou de nouvelles idées par rapport à ce second thème? Thierry, d'abord en premier lieu, s'il te plaît. Oui, ce qui est passionnant quand même dans les réactions avec notre entourage et ces tables rondes et toute interaction, c'est combien ça nous fait progresser aussi. Parce que les réactions sont tellement véhémentes, certainement il y a des peurs dont tu viens de parler derrière, et puis aussi tellement des fois surprenantes qu'on est obligé d'aller nous-mêmes, hein, chercher pour justifier effectivement, hein, comment ça serait tenable. En ce, en- en ce sens-là, c'est intéressant, en fait, qu'il y ait beaucoup de résistance. Ok. Guillaume, tu veux prendre la relève? Ouais, je suis parfaitement d'accord avec Thierry, hein. Il y a d'ailleurs un proverbe japonais qui dit que la pluie durcit la terre. Intéressant. Mais on apprend face à l'adversité. Donc il faut, oui, en parler. Il faut juste avoir raison garder. Et moi, j'aime bien ce dont tu as parlé, Yann, c'est-à-dire cette histoire de bois là. Et moi, je voudrais dire qu'en fait, les gens qui te disent ça, ils ont pas tout à fait tort parce que il est évident que, en fait, ce qui est dans leur tête, c'est, la gestion de la ressource. Elle est là la grande question. C'est pour ça que moi, quand j'ai, creusé ce concept-là, il était dans un concept économique global qui s'appelle, l'économie, basée sur les ressources. Basée sur les ressources et pas sur l'argent parce qu'il faut une économie. Une économie, c'est quoi? C'est une gestion organisée, hein, de ce qu'on a à disposition et de la distribution de ces ressources. L'argent à la base, c'était rien d'autre que ça, c'était, faciliter, la gestion et la distribution. Finalement, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Mais donc quand les gens, te font cette réflexion-là, il faut leur dire: «Oui, c'est vrai, on peut pas tous aller dans la forêt se servir en bois, parce que c'est anarchique et on va finir par se retrouver avec, les premiers servis en auront et après il y en a plus et après, elle se renouvelle pas». Donc il faut gérer la ressource et il faut se préoccuper de comment aller chercher le bois et combien de bois on a à disposition et et cetera, parce que c'est comme ça pour tout. Donc s'affranchir d'argent ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir d'économie. Et avoir l'abondance ne veut pas dire qu'il faut en abuser. Et ça va donc ensuite rejoindre une notion très importante dont Thierry a parlé, qui est l'éducation. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir une économie, d'abondance sans argent et une population non éduquée. Parce que c'est comme donner, beaucoup de bonbons à un gamin, il va se rendre malade. C'est une évidence. Parce qu'il y a besoin d'un tout petit peu de recul et de maturité pour arriver à gérer, la ressource et son emploi. Donc bon, ça peut être un sujet, d'une autre table ronde aussi, hein, mais c'est très important et la transition pour finir, sur ce que je voulais réagir, c'est, très difficile à imaginer. Pour ma part, j'ai du mal, hein, à me caler sur, un modèle qui va être celui-ci. Je suis d'accord quand tu parles de transition par palier, ça a du sens. Je pense, parce que c'est, peut-être ma façon de voir les choses, qu'on va avoir une catastrophe. Je pense que la catastrophe, elle viendra parce que il y a trop de pour moi d'indices qui me font penser que ça peut très mal se passer à un moment donné. Ça peut être aussi complètement indépendant de notre volonté, hein, ce qui est arrivé aux dinosaures, je pense pas que c'est leur faute. Mais tu vois ce que je veux dire? Un cataclysme, ça peut arriver. Une catastrophe qui ferait un reset, ça peut arriver et c'est pour ça qu'il faut avoir, des blueprints, des plans
d'ingénieurs qui permettrait un jour à ceux qui survivent de redémarrer en disant: «OK, c'est peut-être l'occasion de, passer plutôt sur cet angle-là, parce que s'il ne nous était pas arrivé cette catastrophe qui nous a remis à zéro, bah, peut-être que ce serait arrivé quand même parce qu'on était sur tel chemin». Et pour moi, le système monétaire, l'argent est intimement lié à un très grand fléau qui est la guerre. Voilà. On pourra en reparler, mais d'après moi, si on garde un système monétaire, un jour, ce sera de la guerre qui nous fracassera tous. Et ce sera parce qu'on avait un système monétaire qui nous forçait à aller chercher, piller les ressources du mec d'à côté. Voilà, ça c'est mon avis. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Jimmy? Oui. Alors, il y a un motif d'espoir par rapport aux interactions qu'on peut avoir. Moi, il n'y a pas eu seulement des réactions sceptiques. Je voudrais aussi dire qu'il peut y avoir des réactions positives, des gens qui vont se dire, bon, ça ne me parle pas trop dans mon imaginaire, mais après tout, si toi, tu te mets sur cette réflexion et que tu as des solutions, pourquoi pas? Et puis, tout est possible hein, dans la vie, ça peut arriver. Mais euh, une réaction très pragmatique, hein, une réflexion très aiguisée et un peu désabusée, et de dire que à partir du moment où, euh, où on est audible, eh bien, on ne nous laissera pas faire. Hein. Les puissants, ou en tout cas, il y a beaucoup trop d'intérêt à maintenir l'argent. Donc voilà une autre dimension, une autre problématique qu'on pourra développer ultérieurement, mais il faut maintenir le cap, il faut continuer à en parler, il faut faire émerger cette solution, cette société. Et tant pis si voilà, il faut pas se laisser abattre maintenant. Hein. On verra le moment venu, mais c'est vrai qu'on imagine bien qu'il y a pour beaucoup de personnes un intérêt à être au-dessus. Hein. Le fait de se prendre au jeu de la monnaie, donc de se sentir au-dessus, d'en avoir plus, de pouvoir contrôler un peu les autres êtres humains. C'est de cette manière que la monnaie a été dévoyée. Elle avait une bonne utilité au départ. C'est vrai que je ne rejette pas du tout la monnaie, elle a eu son temps et maintenant elle est désuète, elle fait plus de mal que de bien. Donc voilà. Mais beaucoup voudront la maintenir, donc il faudra savoir comment faire pour éviter les pièges et mettre en avant notre vision. Voilà. Voilà, donc cette seconde rencontre se termine sur ces belles pensées. Nous nous retrouverons bientôt pour 2 prochaines tables rondes qui aborderont les thèmes suivants. Pourquoi changer de modèle économique? Quels sont les aspects négatifs de notre société actuelle qui vous préoccupent le plus? Et quels sont les aspects positifs d'une société sans argent? Merci pour votre présence. Bonne journée et à très bientôt. Un monde sans argent, un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère,